Cette communication repose sur un questionnement général concernant la représentation des femmes en art. Au gré de mon parcours en études féministes, il est devenu évident que la réappropriation d'attributs traditionnellement masculins par les femmes, comme stratégie de révolte contre l'asservissement patriarcal, était, à mes yeux, problématique. Nous poserons que la violence est l'un des attributs qui pose le plus de questions. En effet, qu'est-ce que ça implique pour une femme d'utiliser la violence? Dans les films de Tarantino, le spectateur se retrouve devant des femmes violentes, des femmes armées, des femmes qui ont le droit et la volonté de blesser et de tuer. Pourtant, de grandes féministes contemporaines comme Virginie Despentes affirment que, et je cite, « Le régime des armes et du droit à tuer reste ce qui définit la masculinité. Les hommes nous rappellent qui commande et comment. Puisqu'ils n'enfantent pas, ils tuent. C'est ce qu'ils nous disent à nous les femmes quand ils veulent faire de nous des mères avant tout. Vous accouchez et nous tuons. » Si la violence est le propre du masculin, est-ce que se le réapproprier met le féminin en péril? Est-ce que cette stratégie est, au final, de la poudre aux yeux? Si c'est le cas, la violence, même réappropriée, continuerait d'être un moyen de contrôle du mal sur les femmes, dans la mesure où, je cite Martine Delvaux, elle consiste chaque fois à les remettre à leur place, une place qui encore aujourd'hui est subordonnée à celle de l'homme. Et cela passe par le corps, dit-elle, c'est par le corps que l'on en assujettit quelqu'un, qu'on lui fait mal aussi. Dans cette communication, nous essaierons de répondre à nos questions et d'évaluer les enjeux de la violence de la femme armée dans l'œuvre de Tarantino, en gardant en tête que, si c'est par le corps que la femme est assujettie, c'est aussi par un corps en révolte, un corps violent et armé, qu'elle sortent de leur soumission. Plus précisément, nous nous attarderons à 3 films correspondant au modèle du Rape and Revenge Movie. J'avais une définition, mais bon, le titre dit qu'est-ce que ça veut dire. Soit Kill Bill 1, Kill Bill 2 et Death Proof. Premièrement, nous verrons les différentes formes significatives que prennent la femme armée dans ces films, en nous concentrant sur la figure de la mère et celle de la blonde. Nous verrons ensuite l'enjeu du corps qui se retrouve utilisé comme une arme. D'entrée de jeu, on pourrait se demander comment celle qui donne la vie peut se consacrer à l'enlever. C'est pourtant l'identité première du personnage qui nous suit pendant les 2 volets de Kill Bill. La fameuse scène d'ouverture nous présente ce personnage avant tout comme une mère en détresse qui annonce sa grossesse à un tueur en série de mariés. D'ailleurs, non seulement le nom du personnage restera censuré, et je crois au passage qu'il faut insister sur ce mot, tout au long du premier volet, mais le premier film situe rapidement le spectateur devant une mère en détresse. Celle-ci apprendra ensuite à avoir perdu son enfant, ce qui constitue le motif de vengeance, mais qui la dépossède aussi de son identité à un second niveau. Or, dans Kill Bill, la maternité constitue les fondements de l'identité féminine. Son enfant et son utérus lui est arraché. On comprend la transformation drastique du personnage en une tueuse au sabre, arme substituant clairement le phallus. Le fait de tuer devenant aussi l'occasion d'être le pénétrant et non le pénétré. Dans la première scène de vengeance, lorsque la mariée va rejoindre Vernita Green, qui est d'ailleurs celle qui a le droit à son nom puisqu'elle est mère, on constate une autre fois la suprématie de la maternité en tant que valeur. Rapidement au cours du duel, les 2 femmes démolissent la maison familiale, les armes devenant celles du foyer. Le tisonnier, les meubles avec les assiettes décoratives, la poêle à frire, une tasse à café. Cependant, la bataille est vite interrompue par la fille de Vernita Green qui revient de l'école. Les 2 femmes convenant silencieusement de cesser de se battre pour protéger la jeune fille. Le fait de privilégier le sens de la maternité dans une situation de vie ou de mort situe définitivement la suprématie de l'identité maternelle, comme s'il s'agissait d'une instance supérieure inhérente au féminin. Tout se passe comme si, entre femmes, on comprend nécessairement comment agir comme une mère. Si les films situent d'entrée de jeu l'identité féminine dans les fondements qui la dépassent, il n'en demeure pas moins qu'il insiste aussi sur sa dimension anatomique. Béatrix se fait retirer son enfant et son utérus ne fonctionne plus. Il lui revient alors des souvenirs de son coma qui lui apprennent qu'elle a été violée à répétition avec un infirmier en guise de proxénète. Ainsi dépossédée du contrôle de son corps, elle se retrouve à la merci des hommes, même ceux qui devraient normalement prendre soin d'elle. Notons au passage que le viol est un motif incessant dans l'ensemble de l'œuvre de Tarantino. Le corps de la femme est constamment en danger, ce qui en fait le siège de son asservissement. Pour ne pas s'égarer, nous nous intéresserons plus précisément à certaines parties du corps dans la prochaine partie de la communication, mais il faut avant tout se concentrer sur le cas de la blondeur. Cet argument de vente numéro 1 de Dick, l'infirmier proxénète, il s'appelle Dick, concernant le corps de Béatrix. Les blondes sont en soi des personnages chez Tarantino. Toujours surérotisées, elles sont celles qui sont les plus en danger, celles qui sont perçues comme des proies. Dans le cas de Béatrix, sa blondeur est toujours évoquée lorsqu'elle est dans des positions de soumission et étroitement liée à l'idée du viol.
ou bien lorsqu'on essaie de ridiculiser sa position de pouvoir lors des combats, par exemple. Même qu'une fois, lorsque Béatrix se rend au Japon, elle utilise sa blondeur pour avoir l'air inoffensive en jouant la jeune américaine. Ainsi, le personnage est bien conscient de sa blondeur qui devient à la fois une cible, une marque de faiblesse, mais aussi un outil parce qu'elle lui appartient. La notion de blondeur comme outil, voire une arme, est beaucoup plus évidente chez le personnage d'Ellie Driver. Blonde aux cheveux longs, bien coiffée aux allures généralement hypersexuées, cet éthos que l'on pourrait comprendre comme celui d'une cible propose pourtant des codes qui la posent comme une mascarade. En effet, nous rencontrons pour la première fois le personnage d'Ellie en infirmière érotisée. N'ayant rien à voir avec les habits d'une vraie infirmière, Tarantino pose l'accoutrement comme un déguisement et rien d'autre pour ce personnage qui va commettre un meurtre en sifflant très fort. On assiste donc à une mascarade du passé inaperçu, une tension entre les clichés féminins puisqu'elle veut tuer Béatrix avec un poison, âme reconnue comme celle des femmes tueuses puisqu'elle ne requiert pas de violence. Pourtant, on connaîtra plus tard dans le film la propension au sadisme qu'entretient ce personnage ainsi que ses qualités de samouraï. Elle est la blonde trop blonde, la Marilyn de Tarantino. En effet, elle est tellement genrée à l'extrême qu'elle porte le nom d'une elle. Ellie est celle qui cache, en fait, toute autre chose. D'ailleurs, ce personnage porte un cache-œil, comme si son stratagème était à demi révélé, comme si elle ne pouvait être qu'une demi-blonde aux yeux bleus. Nous verrons un peu plus tard l'importance des yeux et du regard lorsque nous parlerons du corps armé, mais il est évident qu'il réside dans le personnage d'Ellie toute une problématique du genre féminin liée à la mascarade proposée par Butler. On pourrait aussi se demander si, chez Tarantino, cette dimension offensive du genre ne serait pas en réaction à la domination patriarcale basée sur la biologie. En effet, Béatrix comme Ellie sont asservies par Bill. Elles sont à la fois toutes deux femmes et filles de cette entité masculine suprême. Omniprésente mais échappant au regard du spectateur dans le premier volet, ce qui, nous le verrons, en fait d'autant plus une figure dominante. Sans oublier bien sûr le titre du film, Kill Bill, tuer Bill. Tuer le père avec des armes d'homme, de manière masculine, dans le sang et la violence, retourner les armes contre l'agresseur. Dans cette perspective, l'intrigue de Kill Bill constitue en une façon de jouer sur la structure hétéronormative des identités sexuelles. La masculinité statique et suprême étant remise en question. Pourtant, si l'homme peut se faire déposséder de son phallus, on rappelle sans cesse aux femmes dans les œuvres de Tarantino en général qu'elles sont des femmes dans leur corps avant tout. Ce que ne manque pas de faire le frère de Bill en tirant Béatrix dans les seins, moment où on la croit vaincue. Avant de se concentrer sur les enjeux du corps féminin armé, nous resterons un peu plus sur le cas de la blondeur en s'intéressant cette fois au film Death Proof. En effet, c'est le personnage de Pam, la première victime de Stuntman Mike, qui est joué par Rose McGowan, qui semble faire le pont entre le corps violenté et la violence sexuelle, voire l'agression phallique. La blonde écervelée joue la première victime idéale, d'autant plus qu'elle a affaire à un homme incarnant une masculinité volontairement démontrée par Tarantino comme en pleine possession du phallus. D'ailleurs, l'enjeu principal de Death Proof semble être la relation de pouvoir dans la mesure où le film démontre qu'avoir le pénis n'implique pas nécessairement de détenir le phallus. En effet, le film pose au final que malgré que Stuntman Mike est celui qui détient le pénis, les femmes sont celles qui détiennent le phallus par leur contrôle du danger, des armes et des voitures. Les voitures qui sont des emblèmes phalliques souvent utilisés, mais clairement mis de l'avant par Tarantino dans Death Proof, comme Béatrix et les autres tueuses de Kill Bill le détiennent par leur obsession des sabres. Pour en revenir au personnage de Pam, son assassinat est clairement mis en parallèle avec un viol suite à l'érotisation de la voiture sur laquelle insiste Tarantino. Celle-ci se retrouve contrainte dans ses mouvements lors de l'agression, son corps enfermé, pris au piège, se fait violenter par Mike, mais aussi par la voiture qui la torture de coups auxquels elle ne peut répliquer, projetée telle une vulgaire poupée de chiffon. La même situation se produit à la fin de la première partie du film, lors du meurtre du premier groupe de filles. Insouciantes par leur conduite automobile, ce qui évoque une manipulation maladroite de la machine, érotisées au maximum par la présence de gros plans sur leurs fesses, leurs cuisses, leurs lèvres et leurs seins, ces femmes se retrouvent démembrées, défigurées, pour ne pas dire castrées de leur pouvoir. On comprend que le corps des femmes chez Tarantino constitue un véritable point critique. Constamment en danger, il est le siège de l'oppression par le contrôle et la violence. Cependant, les réalisateurs ne laissent pas les femmes dans ces situations d'oppressés, ce qui constitue en fait le point de départ des Rape and Revenge movies. Le corps reprend sa revanche, devient une arme, dans la mesure où il a repris le contrôle sur lui-même et est utilisé pour tuer. Voyons comment se passe cette revanche après les viols, les avortements, la balle dans la tête, la torture et l'exploitation sexuelle. Dans les Kill Bill, la femme n'est définie que dans son rapport à l'homme. Clouée au sol, privée de sa mobilité et un fusil sur la tempe, elle est présentée en introduction comme le jouet d'une force masculine suprême.
D'ailleurs, on remarquera que Bill prend plaisir à appeler Béatrice par son nom de famille, Kido, clin d'œil à la relation de pouvoir instaurée dans le scénario. Ainsi, de la féminité mutilée, humiliée et souillée, renaît un être vengeur presque surhumain. Le personnage de Bill parlera même à la fin de films de super-héros. Ce nouveau personnage, assiégé par une virilité dangereuse, est porté par l'androgynie de Uma Thurman, que l'on peut voir en costume de Bruce Lee, taché de sang, de sueur et de terre. L'androgynie guerrière est aussi incarnée par la cascadeuse dans Death Proof. Réellement cascadeuse dans la vie, elle a d'ailleurs, croyez-le ou non, été la doublure d'Uma Thurman dans Kill Bill. Bref, la femme armée est virilisée par son arme, mais aussi par la violence extrême des combats et le contrôle parfait de son corps, exigé par les arts martiaux et le métier de cascadeur. Ces femmes se révèlent au final être des corps armés totalement en contrôle de leur espace, ce qui détonne avec les introductions, qui proposent le corps de Pam enfermé malmené et une Béatrice en coma. Il réside dans cette transition la notion de vengeance et de reprise de contrôle du corps violenté. Nous verrons maintenant comment ce corps devient une arme chez Tarantino par le langage, les pieds et les yeux. Notons au passage que cette piste de réflexion pourrait très bien être étendue à d'autres films comme Pulp Fiction, Jackie Brown et From Dusk Till Dawn. Dès le départ, le langage est un enjeu crucial dans l'ancrage du corps et de l'identité. En effet, si Béatrix ne possède pas de nom d'entrée de jeu, les premières scènes du film sont aussi centrées sur des joutes verbales. Par exemple, la scène d'ouverture de Kill Bill nous présente une Béatrix soumise à un discours précis, maîtrisé, voire philosophe, de Bill, tandis que sa seule et unique phrase se retrouve inachevée par une balle dans la tête. Assommée par les mots et la dominance du phallus résidant dans le fusil, c'est aussi par le langage que Béatrice réussit à reprendre le contrôle de son corps en s'ordonnant à répétition « wiggle your toe ». Cette impression nous sera confirmée lors de l'excès sadique de la reine de la mafia tokyoïte, Orin Ishii, un peu plus loin dans le film. Il se passe la même chose, je fais référence à la décapitation, j'avais une belle image. Il se passe la même chose dans Death Proof, la première partie du film étant marquée volontairement par le bégaiement. Par un tour de force stylistique, Tarantino donne un effet pellicule à son film en y insérant des anomalies techniques, ce qui a pour effet de faire bégayer le personnage féminin du début, ce que nous savons destiné à une fin terrible. Béatrix prend le contrôle de son corps par l'impératif du langage, mais il est important de noter que c'est par les pieds que passe ce contrôle. En effet, au-delà du fétichisme avoué de Tarantino, le pied constitue l'un des sièges du corps des personnages, et ce dans plusieurs de ses films. Évoquant entre autres les significatifs que Béatrice reprenne contrôle de son corps avec ses pieds, parce que quand on y pense, il serait impossible pour le personnage d'être en pleine possession de son espace sans l'usage de ses pieds. Problème d'ailleurs évoqué quelques plans avant celui-ci où Béatrix se retrouve en fauteuil roulant. Dans Death Proof, le film s'ouvre sur des pieds nus hyper érotisés, puisque mis en parallèle avec le phallus incarné par l'ornement de la voiture du tueur. S'ensuivra la mort du premier groupe de jeunes filles dont la leader, Jungle Julia, aura les jambes arrachées. On comprend que le pied est un enjeu fondamental lié à la prise de pouvoir dans les films de Tarantino lorsque, entre autres, il passe d'un membre passif, soit érotisé, regardé et blessé, à un membre actif. C'est le cas par exemple à la fin de Death Proof où le méchant meurt finalement le crâne défoncé par un coup de pied. Il faut revenir à la scène d'ouverture de Kill Bill pour bien comprendre les yeux et le regard comme enjeu. En effet, dans cette première scène, Béatrix en position de soumission est celle qui est regardée. Dans Death Proof, les filles sont aussi celles qui sont regardées, puisque Mike les épie avant de les tuer. Ainsi, lorsque les films entrent dans la phase revanche du scénario, on constate que le regard des femmes devient actif. Encore mieux, en regardant notre problématique, il devient évident que le regard et les yeux constituent une arme et une attaque en soi. En effet, aucun duel de Béatrice n'échappe à une joute de regard, et chacune de ses revanches commence par une traque. Or, au même titre que les épées, les yeux constituent partie intégrante des batailles. Ellie étant d'ailleurs défaite en se faisant arracher son dernier œil et non la vie. Au final, la symbolique des armes chez Tarantino prend ancrage dans le corps, lieu que nous avons convenu comme celui du danger pour les femmes. En même temps, il se passe quelque chose de fort spirituel dans la relation qu'entretient la femme avec son corps. Lieu de la violence, il devient aussi lieu de la revanche par lequel le contrôle et la dominance féminine peuvent s'exercer. Quand on y pense, les hommes de Tarantino aussi, incorrigibles, violeurs et sadiques, sont confinés dans leur anatomie. La supériorité de ces personnages féminins résidant peut-être, finalement, dans le contrôle qu'elles savent exercer sur leur corps et les valeurs qui l'animent. Convenons que le féminisme des films de Tarantino a été clamé tout autant que décrié.
Par contre, notre analyse permet assurément d'imposer le réalisateur comme capable de subvertir les codes du film mâle au profit d'une relecture féminine. En effet, là où Virginie Despentes y verrait une tentative mâle d'autoprojection quant à la réaction à la violence, soit que les personnages féminins de Tarantino sont des hommes déguisés, puisque ce n'est pas ainsi qu'une femme réagit dans la réalité au viol ou à diverses violences, nous ne pouvons nous empêcher d'y voir une conception toute féminine de la violence. En effet, on apprend à la fin de Kill Bill que même si le personnage principal voulait venger sa maternité et sa fille, elle avoue sous l'effet du sérum de vérité qu'elle a aimé tuer tous ces gens. On pourrait donc dire que Tarantino fait dérailler le monopole masculin sur la violence. Il semble aussi évident que l'on retrouve dans ses films l'idée d'une violence propre au féminin, puisqu'elle est cyclique, trope féminine par excellence. On peut penser par exemple à la transmission de la vendetta à la fille de Vanessa Green lorsqu'elle assiste au meurtre de sa mère, à la succession de filles violentées dans Death Proof, à la transformation en samouraï sadique de la jeune Oren Ishii, témoin du meurtre de ses parents, et même à l'arme inhabituelle de Gogo, la jeune écolière sadique propulsée techniquement par un cycle. En regard de ce fondement violent au féminin, on pourrait même se demander si la situation d'Homer n'est pas subversive, bien que fatale, et que les femmes de Tarantino ne sont pas que des femmes fortes, mais simplement des personnages forts. Bref, si certaines jeunes féministes comme moi prennent autant de plaisir à voir des films qui mettent en scène des femmes victimes du patriarcat mais qui savent voler pour se venger de leurs agresseurs des attributs masculins comme la violence, c'est parce que la prise du pouvoir au féminin est sous-représentée en art. D'autant plus que les films se concluent par des succès et non des défaites, la femme armée dans l'œuvre de Tarantino nous permet de penser les outils du maître comme pouvant être maîtrisés. Ce qui ne fait pas nécessairement de l'œuvre de Tarantino une œuvre féministe, mais assurément une œuvre qui en dit long sur le féminin. Voilà. Merci.